Monsieur le Président, cher Maurice Baudebol, Monsieur le Secrétaire Général, cher Edwy Plenel, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors avant toute chose, un remerciement extrêmement chaleureux pour l'invitation qui m'est faite de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne est dans ce secteur un acteur jeune, dynamique, souvent incisif. Mais je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion de pouvoir partager ma vision de la presse en ligne et de la presse en général avec vous aujourd'hui. Je sais que le SPIL place son indépendance d'esprit, de ton, de proposition au premier rang de ses préoccupations, au premier rang tout à la fois du travail journalistique, de ses titres et de ses réflexions comme structure professionnelle. Cette indépendance est précieuse, même si elle n'est bien sûr pas toujours confortable pour moi ou pour le gouvernement, mais c'est, je crois, la bonne façon d'envisager le rôle de chacun. Et je sais donc que nos échanges seront en tout cas très stimulants, et je tenais par avance à vous en remercier. La presse française a presque 4 siècles. Elle ne cesse depuis lors de se diversifier, de se réinventer. Mais force est de constater, nous avons eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises ensemble, qu'avec le numérique, le secteur est entré depuis quelques années dans une phase de mutation, d'accélération absolument sans précédent. Et on le voit avec le développement de la mobilité et de l'économie de la donnée, de la data. Cette transformation est très loin d'être achevée. C'est pourquoi nous devons collectivement avoir une obsession, l'obsession de l'avenir. Cette obsession de l'avenir, elle nous a d'ores et déjà guidés dans la réforme de nos politiques publiques de soutien à la presse. Un cadre de réforme des aides à la presse a été fixé en 2012 avec l'élection de François Hollande, puisque conformément aux engagements du président de la République, plusieurs changements sont intervenus depuis 2012 dans nos outils de soutien. À l'appui de la presse en ligne, notre principal levier, comme vous le savez, c'est le Fonds stratégique pour le développement de la presse. Nous avons souhaité consolider et réorienter l'outil vers l'innovation. Et le gouvernement a fait un choix budgétaire clair et qu'il faut rappeler, qu'il faut souligner, celui de maintenir le niveau financier du fonds, dans une période certes difficile pour le secteur de la presse, mais aussi extrêmement tendue pour les finances publiques. Avec la réforme intervenue en juin 2014, le fonds stratégique a d'autre part été recentré sur l'innovation et la mutualisation. L'innovation devient ainsi le critère de priorité pour l'accès aux aides et le critère permettant d'obtenir une aide publique plus généreuse. Nous avons également décloisonné le fonds pour que les familles de presse anciennes et les jeunes familles de presse, dont la vôtre, échangent et jugent ensemble de la pertinence des projets d'investissement. Ce regard de chacun sur les projets de tous est pour moi un gage de qualité et d'excellence. Nous avons par ailleurs mis en place un club des innovateurs du fonds stratégique. C'est un lieu de la réflexion utile sur l'avenir de la presse et je suis confiante dans sa capacité à nous faire prochainement des propositions, car les défis que la filière doit relever ne manquent pas. Je pense en particulier à la question essentielle de la monétisation des contenus en ligne et en mobilité. La presse doit être au rendez-vous des pratiques des Français, alors que semble se refermer la parenthèse du tout gratuit en ligne. La presse, il me semble, ne doit pas rater le coche. Que chaque média valorise ses contenus, c'est bien, mais ce n'est sans doute pas suffisant au regard de ce que sont les nouveaux usages. Le lecteur est trop souvent rebuté par le cloisonnement et la complexité qui en découlent. Et j'estime qu'il est de la responsabilité collective du secteur de permettre le développement d'offres transversales, typiquement pour les petits paiements récurrents. Chacun en ce domaine devrait respecter une forme de droit à l'expérimentation. Cela vaut à la fois pour les acteurs historiques de la presse papier, à qui j'ai eu l'occasion de le dire récemment, mais aussi pour les nouveaux acteurs de la presse en ligne. Dans le cadre de la réforme des aides, un autre outil de soutien que nous avons souhaité mobiliser pour soutenir l'investissement, tout particulièrement de la presse en ligne, est l'IFSIC, l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. C'est un outil essentiel, car notre objectif ultime doit être la viabilité et l'autonomie économique du secteur de la presse. S'il est légitime que ce secteur bénéficie encore aujourd'hui d'aides spécifiques, notre but doit rester la convergence avec le régime de droit commun d'aide aux entreprises. Depuis le début de l'année, l'IFSIC accorde des avances remboursables ainsi qu'une garantie bancaire à la création de titres de presse tout en ligne. Je voulais vous annoncer qu'en lien avec mon ministère, l'IFSIC va accorder, à partir de décembre 2014, les mêmes soutiens, avances remboursables et garanties bancaires, à la reprise de sites de presse Pure Players. Et conformément aux règles européennes, le soutien de l'IFSIC restera bien sûr réservé aux petites et moyennes entreprises et il contribuera ainsi à étoffer l'écosystème de la presse en ligne. Outre l'aide à l'investissement et le soutien bancaire, le renforcement du soutien à l'innovation passe aussi par la fiscalité. La TVA, vous le savez, est passée à 2,1% sur vos titres au 1er février dernier, comme vous l'aviez demandé à juste titre, avec toutes les familles de presse. Cette décision est contestée par la Commission européenne
Donc sachez que je vais continuer à discuter avec nos partenaires européens, avec la nouvelle Commission, pour faire prévaloir l'argument de la logique et du droit, qui est aussi l'argument de l'innovation. Et là, je veux le redire avec force, la neutralité fiscale entre tous les supports des biens culturels, pour la presse, pour le livre, mais aussi au-delà, est une ardente obligation et une nécessité pressante. La fiscalité ne peut pas et ne doit pas entraver la bascule vers le numérique. Elle ne doit pas orienter les choix stratégiques des entreprises à rebours de leur avenir. Au-delà de ce travail très utile et précieux de réforme des dispositifs de soutien à la presse, notre obsession de l'avenir doit également nous conduire collectivement à une meilleure appréhension du visage de la presse au XXIe siècle. Le débat public a certes besoin de grands titres, de références, de grands noms, mais pas seulement, et je crois qu'il faut aussi, et peut-être surtout, savoir explorer de nouveaux continents. Ce dont la démocratie du XXIe siècle a besoin, c'est aussi d'une presse diverse, inventive, entrepreneuriale, audacieuse, à l'avant-garde. Bref, vous me passerez l'expression de la plus grande biodiversité du paysage de l'information. Et c'est dans cet esprit que le député Michel Francet, dont je salue l'engagement persévérant et vigilant vis-à-vis de la presse, a présenté une proposition de loi qui créera le statut d'entreprise citoyenne de presse d'information. Cette loi sera examinée en décembre à l'Assemblée nationale, puis rapidement ensuite au Sénat. Les entreprises citoyennes de presse seront plus fortes parce qu'elles réinvestiront leurs bénéfices dans leur activité. Et je souhaite pour ma part que des incitations fiscales puissent être créées pour cette forme d'entreprise de presse, si ce n'est dans cette loi de finances, du moins très rapidement. Prosaïquement, nous aurons également à nous pencher sur la question délicate de la définition de ce qu'on appelle la presse d'information politique et générale. Mais je ne veux pas déflorer le sujet aujourd'hui, puisque des travaux coordonnés par le président de la commission paritaire des publications et agences de presse, Jean-François Marie, sur ce sujet et auxquels vous avez contribué, sont en effet encore très frais. Enfin, je souhaitais vous annoncer que je vais confier à Jean-Marie Charon, que vous connaissez bien, le soin de dresser un panorama du nouveau paysage de la presse. Quels sont les nouveaux métiers de la presse? Quelles sont les nouvelles écritures, les nouveaux entrepreneurs, les nouvelles organisations du travail? Bref, ce panorama permettra de présenter les nouvelles frontières du journalisme et de l'information. Les difficultés que traverse le secteur de la presse écrite ne doivent pas nous faire oublier la formidable vivacité et la grande inventivité éditoriale et entrepreneuriale de notre pays. Je crois qu'il faut le dire, il faut le répéter, et regarder vers l'avenir pour bien penser le présent. Sur ce sujet, comme plus largement, je sais, mesdames et messieurs, pouvoir compter sur votre contribution, votre ouverture, votre esprit d'initiative, et je tiens dès à présent et à nouveau à vous en remercier. Madame la ministre, si vous voulez bien répondre à quelques questions, si vous avez quelques minutes. Rapidement, parce que j'ai un autre engagement. Mais bon, je vous laisserai ensuite un otage, je ne sais pas où il est, je crois qu'il est déjà parti, non, il est là, qui pourra également prendre d'autres questions. Madame, je vais peut-être juste poser une question, si vous voulez bien. Vous nous dites que nous sommes incisifs, donc je vais vous le prouver tout de suite. Sinon, vous seriez déçus. Vous avez beaucoup insisté sur la biodiversité nécessaire pour la presse, et notamment sur le fait que les nouveaux acteurs doivent participer à ce développement de la presse, à ce pluralisme et cette biodiversité. Toutes les aides aujourd'hui sont fléchées vers l'IPG, vers l'information politique générale, dont effectivement il y a une redéfinition qui est en cours, vous l'avez signalé. Simplement, je voudrais rappeler 2 chiffres. Il y a 3000 titres de presse aujourd'hui en France, à peu près. Et il y a 180 titres IPG. Il serait pas tout à fait logique, pas tout à fait normal, à notre sens, que toutes les aides, et pas seulement les aides, mais également l'écosystème, soient totalement orientées vers 180 titres et laisser de côté les centaines d'autres qui participent justement à cette biodiversité, qui participent à ces développements, dans lesquels il y a aussi beaucoup d'innovation. Et donc simplement, je voulais rappeler ces 2 chiffres, 180 titres d'un côté, plus de 3000 de l'autre côté. Et donc cette question de l'IPG est absolument centrale, et notamment sa définition, je pense, est absolument centrale dans ce qui va se passer dans les années qui viennent. On ne peut pas, à notre sens, parler de pluralisme et limiter l'ensemble des aides. Ce n'est pas simplement les aides directes du Fonds stratégique, dont je reconnais totalement avec vous qu'il a énormément progressé ces dernières années dans son mode de fonctionnement, dans son approche des aides, mais c'est également l'IFSIC. Vous avez mentionné l'IFSIC, mais l'IFSIC, c'est uniquement pour l'IPG. Vous avez mentionné l'entreprise de presse citoyenne, mais c'est uniquement pour l'IPG. Et je dirais même plus, cerise sur le gâteau, le fonds Google, c'est aussi uniquement pour l'IPG, même s'il ne dépend pas du gouvernement. Donc voilà, c'est simplement ce point-là sur lequel je voulais attirer votre attention.
parce que je pense qu'il est important et qu'il est crucial dans la manière dont l'écosystème va être construit dans les mois qui viennent. Très bien. Bon, c'était plus une interpellation qu'une question, mais je l'accueille de volonté. Je ne sais pas s'il y a une question. Edoui. Madame la ministre, merci de toutes ces annonces très claires. Est-ce que vous pourriez préciser l'une d'elles qui nous tient très à cœur, qui est donc celle que va porter le député Michel Francex à partir de décembre. Elle nous tient très à cœur, notamment pour l'information locale, départementale, régionale, dont vous connaissez les problèmes de pluralisme. Et depuis les 5 ans que le SPIL existe, nous sommes navrés d'avoir vu un nombre de membres du SPIL ne pas avoir eu les moyens de tenir les 2, 3, 4 ans qu'il faut en termes de financement pour imposer un modèle dans la fidélité à un public. Et là, il y a un enjeu au-delà de l'enjeu des entreprises qui est un enjeu démocratique. Donc, est-ce que vous pourriez juste préciser exactement dans cette société citoyenne de presse, quel est le mécanisme que vous envisagez pour qu'on échappe soit à chercher des aides publiques, soit à trouver des mécènes qui permet à ces entreprises d'avoir un mode de financement alternatif, exactement. Moi, je vous l'ai dit, c'est une proposition de loi, donc le texte, non, c'est le texte compris. du député. Moi, ce que j'ai ajouté, et le texte sera débattu à l'Assemblée, donc l'idée, c'est d'avoir, en gros, c'est un modèle un peu de scope appliqué aux entreprises de presse. Moi, ce que je souhaiterais pouvoir rajouter à cette proposition, et effectivement pour alléger un peu la contrainte de financement, c'est d'avoir des incitations fiscales qui permettraient d'avoir des investissements facilités dans le cadre au capital de ces entreprises. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles, d'ailleurs, on pourra continuer à échanger, parce que comme c'est un travail qui va avoir lieu pendant la discussion parlementaire, on pourra l'enrichir au moment du débat à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Donc moi, je souhaite qu'il y ait des incitations effectivement qui permettent de rendre ce modèle d'entreprise attractif pour des investisseurs ou pour les actionnaires. Et donc c'est un travail qui devra être mené dans les mois à venir et auquel je vous encourage d'ailleurs à contribuer. Sur le modèle des fonds de dotation qui existent pour pourquoi les pas, entreprises culturelles. Ça pourrait être quelque chose de cette nature, oui, pourquoi pas. Peut-être une dernière question. Alors, ça concernait les annonces légales, puisqu'actuellement, les décrets d'application ne permettent pas, effectivement, à la presse en ligne de vendre des annonces légales. Dans la presse locale, les annonces légales représentent un revenu conséquent. Et donc, ça représente une distorsion de concurrence importante entre la presse en ligne locale fragile et la presse locale, fragile aussi d'ailleurs, mais qui bénéficie d'une manne, entre guillemets, à laquelle ils sont très attachés. À laquelle ils sont très attachés, et nous aussi. Pour l'instant, c'est vrai que ce sont des dispositions législatives et réglementaires qui, effectivement, réservent les annonces légales à la presse papier, mais c'est un sujet qui est intéressant, donc je vais regarder ça de près. Merci. Bien. Merci, Madame la Ministre. Merci en tout cas de votre venue. La question, c'est qu'est-ce qui se passe à Bruxelles, alors qu'il me semble que justement notre gouvernement ici en France s'est positionné à plusieurs reprises en faveur de cette neutralité du net. Alors, je vous confirme qu'il y a un soutien extrêmement fort de la part du gouvernement français au principe de neutralité du net, qui doit être un principe intangible. Et qui est, je dirais, une espèce de loi Bichet, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais enfin, qui est une espèce de garantie d'accès de toute forme d'expression, effectivement, à la nouvelle agora qui est le web. Donc le gouvernement est très attaché à ce principe, il l'a déjà dit. Il y a eu un rapport du Conseil national du numérique qui a effectivement affirmé ce principe. Le gouvernement l'a endossé. Il y a actuellement une concertation en cours, conduite également par le Conseil du numérique, concernant un projet de loi sur le numérique qui sera potentiellement l'occasion de réaffirmer encore plus fortement dans le droit positif français ce principe de neutralité. Maintenant, ce que je comprends, c'est qu'à l'intérieur de ça, il y a des débats techniques pour savoir jusqu'où va ce principe de neutralité dans le fonctionnement technique des réseaux, et notamment il y a effectivement un point qui est soulevé par les opérateurs télécoms, qui est de dire neutralité n'est pas forcément synonyme de gratuité. Mais en fait, dans ce débat, il faut être très clair sur un point, c'est qu'aujourd'hui, les petits payent et que les gros ne payent pas.
ou payent moins, ou payent rarement. Donc ce que je veux dire, c'est que dans ce débat sur est-ce qu'il y a des choses à payer ou pas, les sites internet, tous les acteurs que vous êtes ici, vous payez des frais d'hébergement, des frais de transit, vous payez, vous, pour vous raccorder au net, ça vous coûte quelque chose. Aujourd'hui, il y a des grands acteurs, je ne vais pas les citer, on comprend bien lesquels c'est, des très grands acteurs de l'Internet qui ne payent pas pour l'accès au réseau. Donc là, il y a un débat d'égalité vis-à-vis des opérateurs télécoms dans la manière de payer, de participer ou pas au financement des réseaux. Mais c'est un débat extrêmement technique et qui ne se fera en tout état de cause jamais au détriment des petits acteurs qui, eux, sont déjà dans cette situation. Et c'est un débat purement économique. Ensuite, en ce qui concerne vraiment le débat de démocratie, qui est de savoir est-ce qu'il y a des intervenants dans la chaîne technique qui peuvent s'amuser à ouvrir des paquets, à regarder ce qu'il y a dedans et à en traiter moins bien certains que d'autres. En tout cas, pour la France, c'est hors de question. Bien. Est-ce que c'est possible que ce soit hors de question uniquement pour la France, alors que... Non, honnêtement, je crois pas. En plus, si vous voulez, le Parlement est plutôt sur une ligne exigeante sur ce dossier. Et donc, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des mauvaises nouvelles à la fin de l'adoption de ce règlement sur la question de la neutralité du net. Puisque la ministre et vous-même montrez bien que c'est un chantier en route et auquel on peut contribuer, je voudrais réagir à ce que vous disiez. Nous sommes habitués, notamment au SPIL, à ce que Bercy ne comprenne pas tout à fait certains des enjeux démocratiques. C'est la formule que vous avez employée en disant un secteur aussi réduit ou particulier que la presse. Non, il s'agit en l'occurrence de l'espace public, de sa pluralité et de valeurs constitutionnelles fondamentales. Si vous prenez un cas, je crois que nos amis de Mars Actu sont là, de Marseille, si vous prenez ce qui se passe dans le Sud, ce n'est pas une question de support. Le Ravi est en cessation de paiement, la Marseillaise est en cessation de paiement, Mars Actu a beaucoup de mal. Et pendant ce temps-là, c'est quoi après 200 millions d'aides publiques englouties dans le groupe Persan, c'est Bernard Tapie. Bon, donc vous voyez bien que c'est un enjeu et qui dépasse la couleur politique, qui est un enjeu vraiment de vitalité de l'information. Depuis que nous existons, je ne voulais pas allonger pour la ministre, mais Dijonscope, Sabine Torres-Là, a dû fermer les portes. Le télescope d'Amiens, créé par de jeunes journalistes sortis de l'école de Lille, a dû fermer ses portes. Le cofondateur est devenu libraire. Le Carré d'info, Xavier Envien, qui est le permanent du SPIL, à Toulouse, a dû fermer ses portes. Et la raison est toute simple, c'est qu'à chaque fois, ils en sont arrivés à un modèle où il fallait la fidélité de lecteur, donc un acte d'achat, parfois partiel, parfois etc. C'est-à-dire l'idée, l'indépendance, la liberté, vu le peu de rentabilité de la publicité, renvoyait à cela. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de tenir pour que leur offre soit au rendez-vous de ces lecteurs, c'est-à-dire les moyens, tout simplement, de payer des salaires, d'avoir un capital suffisant et de tenir entre 3 et 5 ans. Bon. Donc, derrière cette question où je connais la résistance de Bercy, c'est cette idée toute simple. Comme c'est une presse indépendante, il ne s'agit pas de trouver de nouveaux tapis. Il ne s'agit pas de trouver des aides publiques détournées ou dévorées, comme le SPIL a pris position de façon critique sur les aides directes. Il s'agit de trouver cette aide, ce moyen, comme du non-profit, une culture politiquement libérale, où on aide non pas une entreprise, mais on aide la démocratie, avec en effet un avantage fiscal. Et c'est ce que permet les fonds de dotation pour la culture. Et là, je crois qu'on est, sincèrement, je vois bien les arguments de bureau de Bercy qui peuvent être présentés, mais là, c'est un enjeu constitutionnel. C'est tout simplement la pluralité de l'espace public qui est en jeu à l'heure d'une révolution qui permet de le développer très amplement. Donc, tout ça pour dire que nous sommes ravis de cette décision, de ce chantier ouvert parlementaire, et ça veut dire que nous avons dans les 6 mois à venir pas mal de travail pour faire aboutir ça bien. Voilà. Non, je ne sais pas. Madame la ministre a parlé tout à l'heure d'un droit d'expérimentation, notamment à propos des micro-paiements. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus ? L'idée, c'est de dire que les industries de contenu qui sont transformées par le numérique ont souvent un premier réflexe qui est un réflexe défensif. Donc on l'a connu dans la musique, on le connaît aussi aujourd'hui dans la vidéo.
Et on l'a connu il y a quelques années également dans le secteur de la presse. Et ce caractère plus ou moins défensif, il peut notamment se traduire sur la question des modèles tarifaires. Donc je vais donner un exemple, ça ne veut pas dire qu'il est transposable. Mais au début de, par exemple, Deezer, qui fait de la musique en ligne, il y a eu tout un débat pour savoir est-ce que moi, major du disque, est-ce que je confie mon catalogue à Deezer qui va donner ma musique gratuitement en échange de publicité? Est-ce que je suis d'accord ou pas avec ce modèle économique? Et ensuite, on a dit ça va devenir payant à partir de 3 écoutes gratuites, ou alors est-ce que c'est 1 heure, etc. Et les majors étaient assez exigeants, disaient moi je veux pas qu'on vende mon contenu dans telle considération, telle considération. Et la conséquence de ça, ça a été que le streaming s'est développé plus lentement qu'il n'aurait pu si un certain nombre d'acteurs en place avaient été plus ouverts au moins à des expérimentations. C'est-à-dire que je comprends le comportement qui consiste à dire j'ai pas envie que mon modèle bascule complètement d'une logique à une autre, mais qu'au moins on ait permis que certains modèles soient expérimentés de manière à voir si on arrivait à monétiser, parce qu'à l'époque, c'était l'époque du piratage de la musique en ligne, c'est de ça dont on parle, à ce que certains acteurs arrivent à monétiser une valeur qui aujourd'hui ne l'est pas. Ça nécessite de chercher son marché. C'est un modèle de start-up qui va expérimenter plusieurs choses, etc. Or, si ces start-up n'ont pas accès au catalogue, n'ont pas accès au contenu, elles ne sont pas en capacité de le faire. Et aujourd'hui, c'est un débat qu'on peut retrouver effectivement avec les différents titres de presse. Aujourd'hui, il y a des titres qui s'auto-commercialisent, et évidemment c'est très bien, mais qui en revanche ne sont pas très ouverts à ce que leur contenu soit commercialisé dans des offres globales. Vous voulez par exemple faire allusion à Blendel et à la plateforme Blendel hollandaise qui propose les ventes à l'article et qui a reçu un très mauvais accueil en France. Par exemple, il y a eu un très bon accueil en Hollande. Moi je ne veux pas dire, attention, le gouvernement n'a pas à dire tel modèle est bon, tel modèle est mauvais. Surtout pas. Je veux dire, c'est surtout pas au gouvernement de dicter les modèles économiques, certainement pas. En revanche, ce qui est important, c'est que nous, gouvernement, on puisse donner sa chance à d'éventuelles solutions qui permettraient de créer de la valeur pour le secteur. Et que certains acteurs ne freinent pas, parce qu'ils sont en situation de rente ou pour d'autres considérations, ne freinent pas le développement d'innovations qui seraient bénéfiques collectivement pour le secteur. C'est ça notre souci. Et donc c'est pour ça que la ministre a parlé d'une sorte de droit à l'expérimentation. Donc nous sommes en discussion, comme la ministre l'a dit, avec des acteurs du papier pour formaliser un petit peu comment ça se pourrait se passer, quel pourrait être un peu un cahier des charges qui permettrait, en cas à une start-up qui accepterait de respecter un certain nombre de règles du jeu, qu'elle puisse bénéficier effectivement au moins d'un droit à l'expérimentation sur les contenus de différents acteurs. Ce qui permettrait à ces acteurs de tester des modèles économiques. Maintenant, ce n'est pas au gouvernement de dire que oui, il faut absolument avoir un abonnement à 5 € avec toute la presse. Ce n'est pas au gouvernement de dire ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas tester ce genre de modèle? Ce serait intéressant. Voilà, c'est ça le point. Juste peut-être aussi un point qu'a abordé la ministre et sur lequel elle pourrait peut-être nous apporter quelques précisions, c'est sur la mission de M. Charon, qui est dans la salle. Et si vous pouvez préciser un petit peu quel est sur quoi ça peut déboucher. Déjà, je dirais souvent le rôle du politique, c'est de montrer, de déplacer un peu le projecteur. Quand on parle de la presse n'aime pas toujours parler d'elle-même, mais quand on parle de la presse dans le débat public, c'est souvent pour dire qu'il y a des crises, que ça ne va pas, ou alors pour parler de questions de déontologie, ou pour parler de scandales, etc. Et il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est de toutes les choses positives qui ont émergé de la transformation de la presse qui est en cours. Tous les éditeurs originaux, tous les acteurs agiles qui ont apparu, tous les modèles économiques nouveaux, la manière d'éditorialiser complètement différemment qu'a fait émerger Internet et que fera émerger la mobilité, et tous les modèles qui sont en train d'éclore. Donc, le premier but, c'est de montrer. Et donc la mission que la ministre a confiée à M. Charon sera de dresser un panorama qui permettra de montrer cette diversité, cette vivacité et toute cette dynamique qui est en cours. Et sur la base de ce travail, effectivement, l'idée c'est de voir comment, dans un deuxième temps, on pourra accompagner ce mouvement, le valoriser, et typiquement, peut-être qu'à un moment, il y aura un phasage entre ce travail de panorama et ce travail fiscal dont on a parlé,
et de voir où le travail sur l'IPG, par exemple, comment est-ce que la réforme éventuelle de l'IPG peut être alimentée par ce travail de Panorama. Donc c'est vraiment d'avoir un outil qui nous permette de montrer le positif, de montrer le nouveau, de montrer ce qui est en train d'émerger, quel sera le visage de l'information dans 10 ans, de manière à ce qu'on ne soit pas seulement en train d'éteindre des incendies et qu'on soit aussi en train vraiment de préparer l'avenir. Et je pense que c'est aussi le rôle du politique, me semble-t-il, d'essayer de rentrer aussi sur des dynamiques positives et de ne pas être seulement en train d'éteindre les incendies. Voilà. Écoutez, nous sommes tout à fait d'accord avec ça, je crois. Et si peut-être M. Charon peut dire quelques mots sur sa mission, ça serait intéressant. Comme ça, on aurait tous les acteurs en même temps. Écoutez, a priori, c'est plutôt à celui qui donne la mission de la définir. Mais je pense qu'effectivement, l'un des intérêts de ce travail, c'est y compris d'aller chercher un certain nombre de questions qui, en matière, par exemple, de statut, de droit, sont interpellées par les transformations actuelles. Je pense que, par exemple, tout ce qui tourne autour de la définition du journaliste, de tout ce qui tourne dans ses relations avec d'autres catégories de professionnels, dans ses relations... donc toutes les questions de compétences et de la manière de pouvoir faire évoluer ces compétences chez les journalistes, ça fait partie, je dirais, c'est un des sujets sur lesquels on ira. Comme notre rôle, c'est pas de préparer une loi, mais c'est plutôt effectivement de sensibiliser à certaines questions. Je pense qu'on n'hésitera pas, par exemple, à aller en discuter avec ceux qui sont aujourd'hui peut-être un peu les gardiens du temple sur des questions de statut, des choses comme ça, quoi. Je pense que dans la notion aussi d'éditeur de presse en ligne, moi, il y a quelque chose qui me tarabuste un peu, c'est de voir que le paysage se reconfigure avec un certain nombre d'opérateurs qui ne sont pas dans la définition de la presse en ligne, mais qui sont de plus en plus producteurs d'informations. Et je pense qu'il y a à réfléchir sur l'interrelation entre ces deux secteurs, surtout quand on voit qu'un certain nombre d'entre eux sont parfois, en matière d'audience en tout cas, devenus très en avance par rapport à la presse en ligne. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels autre domaine, moi, qui me frappe aussi, qui est très peu traité parce qu'on a souvent tendance à prendre le sujet à partir des éditeurs, c'est la manière dont toute une série d'intervenants sont de plus en plus aux côtés des éditeurs pour les aider à produire et faire évoluer, bon, on l'a bien vu aujourd'hui, hein, faire évoluer la manière d'écrire, la manière de concevoir des contenus, etc. Ce que moi j'appelle peut-être à tort des startups d'info plutôt que des pure players que je réserve pour les éditeurs. Et je pense que ce secteur-là est intéressant à analyser, et y compris pour essayer de... Tout à l'heure, on a évoqué le problème de la capacité des pure players locaux, ce qui est effectivement un problème qui me tarabuste pas mal de voir la mortalité dans ce secteur-là. Mais je pense que sur ce secteur des startups, il y a certainement aussi à regarder dans quelle mesure il y a un vrai modèle économique qui se met en place et comment on peut faire en sorte que ce type d'acteurs soit pour à la fois les développeurs, pour les designers, pour les journalistes, etc., un lieu où ils puissent exprimer leur créativité. Je suis très heureux de pouvoir terminer cette journée sur cette note à la fois d'optimisme et surtout sur le fait que du côté du gouvernement, il y a aussi une vision d'avenir, une préoccupation d'avenir qui se dessine et pas et ce qui correspond tout à fait à nos attentes, c'est-à-dire que nous ne considérons pas que l'État est là simplement pour distribuer des subventions ou pour venir au secours d'entreprises qui sont déclinantes, mais aussi pour préparer l'avenir. Et donc cet avenir, nous sommes tout à fait preneurs pour participer à sa préparation et à son développement. Merci à tous pour cette journée et voilà, à l'année prochaine.